Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour qu'une personne bienveillante, quelqu'un de gentil, compatissant et éthique, commette des actes de cruauté ou devienne même un monstre? Imaginez quelqu'un que vous admirez, quelqu'un en qui vous avez confiance, se transformant en une personne que vous reconnaissez à peine. Que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas juste une anomalie rare, mais un schéma observé à travers l'histoire et le comportement humain? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus provocantes et dérangeantes sur la nature humaine. Pourquoi les bonnes personnes font-elles parfois de mauvaises choses? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez les mécanismes choquants qui poussent des individus ordinaires dans l'obscurité. Plus important encore, nous allons découvrir comment reconnaître et résister à ces forces, avec la dernière révélation étant la plus critique et émancipatrice de toutes. Ce voyage nous plonge au cœur des expériences psychologiques, événements historiques et réflexions philosophiques qui exposent la frontière fragile séparant le bien du mal. Ce n'est pas seulement l'histoire des autres, c'est un miroir qui nous force à regarder à l'intérieur et à demander « Que ferais-je à leur place? Pourrais-je également être influencé par ces forces ?» Restez avec moi, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait changer fondamentalement la façon dont vous voyez le monde et vous-même. L'effet Lucifer est un concept popularisé par le psychologue Philip Zimbardo, qui a réalisé l'infâme expérience de la prison de Stanford. Ce qu'il a révélé était profondément troublant. L'environnement dans lequel nous nous trouvons, les rôles que nous adoptons et l'autorité à laquelle nous obéissons peuvent transformer même les individus les plus vertueux en auteurs de dommages. Pensez-y, l'histoire est remplie d'exemples de personnes ordinaires qui ont commis des atrocités extraordinaires. Les gardiens dans les camps de concentration nazis, les soldats qui ont mené des nettoyages ethniques, ou même les témoins qui sont restés silencieux pendant que les horreurs se déroulaient. Tous ces individus n'étaient pas nés mauvais. Dans de nombreux cas, ce sont des gens ordinaires emportés par des circonstances qui libèrent les parties les plus sombres de la nature humaine. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse réside dans une combinaison de forces psychologiques et sociales qui façonnent le comportement. D'abord, il y a le pouvoir de l'autorité. Les expériences d'obéissance du psychologue Stanley Milgram dans les années 60 ont montré que les gens iraient à des extrêmes, allant jusqu'à infliger de la douleur aux autres lorsqu'une figure d'autorité leur en donnait l'instruction. Dans son étude, les participants ont été invités à délivrer des chocs électriques à une autre personne, qui était en réalité un acteur prétendant ressentir de la douleur. Étonnamment, la plupart des participants ont continué à administrer des chocs même lorsqu'ils croyaient causer des dommages graves, simplement parce qu'on leur avait dit de le faire. Maintenant, pensez à votre propre vie. À quelle fréquence suivons-nous des instructions sans les remettre en question? Que ce soit de la part d'un patron, d'un leader, ou même des normes sociétales, que feriez-vous si quelqu'un en position de pouvoir vous demandait de compromettre vos valeurs pour le bien commun? Un autre facteur critique est le concept de déshumanisation. Lorsque nous dépouillons les autres de leur humanité, les étiquetant comme ennemis, sous-humains ou moins que rien, il devient plus facile de justifier des actes de cruauté. C'est une tactique utilisée encore et encore dans la propagande, la guerre et même dans les conflits quotidiens. Il est plus facile de nuire à quelqu'un lorsque vous ne le voyez plus comme une personne. Considérez le langage que nous utilisons aujourd'hui dans le discours social et politique. À quelle fréquence voyons-nous des groupes de personnes réduits à des étiquettes ou à des stéréotypes? Réfléchissez à la manière dont cela diminue notre empathie et notre connexion, créant une mentalité de nous contre eux. Mais la déshumanisation n'est qu'une partie du puzzle. Les rôles sociaux et la dynamique de groupe jouent également un rôle significatif. L'expérience de la prison de Stanford de Zimbardo a démontré cela de manière très claire. Des étudiants ont été assignés au hasard pour être soit gardiens, soit prisonniers dans un environnement de prison simulé. En quelques jours, les gardiens ont commencé à exhiber un comportement abusif, et les prisonniers ont montré des signes de stress extrême et de soumission. Ce qui était choquant, c'était la rapidité avec laquelle les participants ont perdu de vue leur individualité et se sont conformés au rôle qui leur était attribué. Cela soulève une question cruciale. Quelle part de notre identité est façonnée par le rôle que la société nous impose? Sommes-nous vraiment libres d'agir en tant qu'individus, ou jouons-nous inconsciemment des rôles dictés par les systèmes qui nous entourent? Ces forces,
L'autorité, la déshumanisation et la dynamique de groupe ne sont pas théoriques. Elles sont actives dans notre vie quotidienne, influençant notre façon de penser, d'agir et de tromper les autres. Nous les voyons dans les lieux de travail, les écoles, les réseaux sociaux et même au sein des familles. Reconnaître ces forces est le premier pas pour leur résister. Mais qu'en est-il du point de basculement, le moment exact où une bonne personne franchit la ligne? Ce moment est souvent subtil. Il commence par des compromis minoritaires. Une décision de rester silencieux face à l'injustice, un accord pour suivre le mouvement juste cette fois. Avec le temps, ces petits choix s'accumulent, créant une pente glissante qui peut mener à un profond échec moral. Faites une pause et réfléchissez. Avez-vous déjà fait un choix qui allait à l'encontre de vos valeurs parce que cela semblait plus facile ou plus sûr? Quelles en ont été les conséquences? À mesure que nous avançons, nous allons explorer comment reconnaître ces moments avant qu'ils ne deviennent ingérables. Plus important encore, nous découvrirons comment renforcer notre résilience face à ces forces psychologiques. Mais d'abord, confrontons une question encore plus profonde. Certaines personnes sont-elles immunisées contre l'effet Lucifer? Ou est-ce un danger auquel nous sommes tous exposés? Restez connectés, car ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur vous-même et la nature humaine. Maintenant, confrontons la question qui trotte dans l'esprit de beaucoup. Certaines personnes sont-elles réellement immunisées contre l'effet Lucifer? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, est qu'aucun d'entre nous n'est entièrement immunisé. Les psychologues débattent depuis longtemps du rôle de la personnalité dans la résistance à la corruption et à l'effondrement moral. Bien que certains traits tels qu'une forte empathie, une bonne conscience de soi et un courage moral puissent agir comme des facteurs de protection, la vérité est que dans les bonnes ou peut-être les mauvaises circonstances, n'importe qui peut tomber sous l'emprise de ces forces. Considérez cela de cette façon. Nous portons tous en nous la capacité pour le bien comme pour le mal indicible. Cette dualité est un thème récurrent dans la littérature, la religion et la philosophie. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a décrit cela comme l'aspect ombre de notre psyché, les parties plus sombres et souvent réprimées de nous-mêmes que nous avons du mal à reconnaître. Jung croyait que pour nous comprendre pleinement, nous devions confronter cette ombre et l'intégrer dans notre conscience. Avez-vous déjà ressenti une montée de colère ou d'envie si intense qu'elle vous a même surpris? Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose sous l'effet de la passion que vous avez ensuite regretté profondément? Ce sont des aperçus de l'ombre à l'œuvre. Si elle n'est pas contrôlée, cette ombre peut croître et se manifester d'une manière qui s'aligne avec l'effet Lucifer. Mais voici la partie encourageante. La prise de conscience est notre plus grande défense. En comprenant les mécanismes psychologiques qui mènent à l'effondrement moral, nous gagnons le pouvoir de leur résister. Alors, plongeons plus profondément dans la façon dont ces forces opèrent dans le monde réel et comment nous pouvons les contrer. Un des mécanismes les plus insidieux est ce que les psychologues appellent le désengagement moral. Ce concept, introduit par le psychologue Albert Bandura, explique comment les individus rationalisent des comportements nuisibles pour éviter de ressentir de la culpabilité ou des remords. Par exemple, quelqu'un pourrait se convaincre que tout le monde le fait ou que la fin justifie les moyens. Ces rationalisations créent une distance psychologique entre l'individu et ses actions, rendant plus facile la justification des actes répréhensibles. Considérons comment cela se manifeste dans des scénarios quotidiens. Un étudiant pourrait tricher à un examen en se disant que ce n'est qu'une fois. Un manager pourrait traiter les employés de manière injuste, croyant que c'est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Dans ces moments, le désengagement moral permet aux gens d'agir de manière contradictoire par rapport à leurs valeurs. L'antidote à cela est ce que certains psychologues appellent la vigilance morale. Cela implique de remettre activement en question nos actions et leurs conséquences, même lorsque c'est inconfortable. Cela signifie se demander, est-ce que je justifie quelque chose que, au fond, je sais être mal? Un autre outil puissant est la culture de l'empathie. L'empathie agit comme un contrepoids à la déshumanisation. Quand nous voyons vraiment les autres comme des individus complexes et sensibles, des gens avec des espoirs, des peurs et des rêves, il devient beaucoup plus difficile de leur nuire. C'est pourquoi la narration, l'art et les véritables connexions humaines sont si essentielles. Ils nous rappellent notre humanité partagée
et brise les barrières qui nous divisent. Mais qu'en est-il au niveau sociétal? Comment abordons-nous les systèmes et structures plus larges qui perpétuent le mal et permettent l'effet Lucifer à grande échelle? C'est ici que le rôle du leadership et de la responsabilité collective devient crucial. L'histoire nous a montré que des leaders charismatiques peuvent soit élever, soit corrompre des sociétés entières. Adolf Hitler, par exemple, a manipulé la peur et les préjugés pour justifier des atrocités. D'un autre côté, des leaders comme Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. ont utilisé leur influence pour inspirer un changement positif et une résistance contre l'injustice. Cela nous amène à une question essentielle. Quel genre de leader choisissons-nous de suivre et quel type d'influence exerçons-nous sur les autres? Même si nous ne sommes pas en position d'autorité traditionnelle, nous avons tous de l'influence au sein de nos familles, communautés et lieux de travail. La question est de savoir si nous utilisons cette influence pour promouvoir la compassion et l'équité ou pour perpétuer le mal et la division. Pensez un instant à votre propre vie. Qui sont les personnes que vous admirez? Quelles sont les valeurs qu'elles incarnent? Et tout aussi important, quel genre d'exemple donnez-vous à ceux qui vous regardent? En examinant ces forces, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et le leadership, il est clair que la bataille entre le bien et le mal n'est pas seulement externe. C'est un combat intérieur que chacun d'entre nous affronte chaque jour. Mais voici la vérité qui redonne du pouvoir. Tout comme les circonstances peuvent égarer les gens, elles peuvent aussi nous guider vers des actes extraordinaires de bonté, de courage et d'intégrité. Les mêmes mécanismes qui créent des monstres peuvent également créer des héros. Alors, comment veillons-nous à rester sur le chemin du bien? Comment cultivons-nous la force de résister à l'attrait du effet Lucifer quand il se manifeste? Les réponses sont à venir. Dans la prochaine section, nous découvrirons des stratégies pratiques pour reconnaître et résister aux forces qui mènent à l'échec moral. Ces stratégies ont été testées par des psychologues, des leaders spirituels et des individus ordinaires qui ont été confrontés à des défis extraordinaires. Et n'oubliez pas, l'ultime insight que nous explorerons est le plus transformateur de tous. Une prise de conscience qui pourrait changer non seulement la façon dont vous percevez les autres, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Pour résister aux forces qui peuvent nous égarer, nous devons d'abord comprendre que la seule prise de conscience ne suffit pas. Bien que reconnaître les mécanismes psychologiques de l'effet Lucifer soit une étape cruciale, nous avons besoin de stratégies concrètes pour contrecarrer leur influence. Explorons ces stratégies, en commençant par le concept de courage moral. Le courage moral est la capacité d'agir de façon éthique et de défendre ce qui est juste, même face à la peur, à l'opposition ou à une perte personnelle. C'est ce qui pousse une personne à dénoncer l'injustice, à protéger les vulnérables ou à admettre une erreur alors qu'il serait plus facile de rester silencieux. Mais le courage moral n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est quelque chose que nous cultivons par une pratique délibérée et une réflexion. Pensez à des figures historiques comme Rosa Parks, qui a refusé de céder son siège dans un bus, déclenchant un mouvement des droits civiques. Ou considérez les lanceurs d'alerte qui exposent la corruption et les abus, souvent à un grand coût personnel. Ces individus n'étaient pas à l'abri de la peur, mais ils ont choisi d'agir malgré cela. Alors, comment pouvons-nous développer le courage moral dans nos propres vies? Commencez par identifier vos valeurs fondamentales, les principes qui comptent le plus pour vous. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, la compassion, l'équité ou la responsabilité. Réfléchissez à des moments où vous avez été confronté à un dilemme moral. Avez-vous agi en accord avec ces valeurs? Ou les avez-vous compromises? Un exercice pratique consiste à vous imaginer dans des scénarios difficiles. Que feriez-vous si vous étiez témoin de harcèlement au travail? Comment réagiriez-vous si vous étiez sous pression pour suivre une directive contraire à l'éthique? En visualisant ces situations et en répétant votre réponse, vous renforcez votre capacité à agir rapidement lorsque le moment se présente. Une autre stratégie essentielle est de construire des connexions sociales solides avec des personnes qui partagent vos valeurs. Vous entourer d'individus soutenants et principiels peut agir comme un pare-choc contre les influences négatives. Ces relations offrent un sentiment de responsabilité et d'encouragement, facilitant la résistance aux pressions de conformité et d'autorité. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des systèmes ou des environnements
qui semblent conçus pour éroder notre morale. C'est là que le concept de la conscience situationnelle devient essentiel. La conscience situationnelle consiste à reconnaître les indices subtils et les dynamiques qui façonnent le comportement. Par exemple, faites attention aux normes de groupe. Qu'est-ce qui est considéré comme acceptable ou attendu dans un environnement donné? Si vous remarquez des schémas d'exclusion, de malhonnêteté ou de préjudice, interrogez-les. Demandez-vous, est-ce vraiment juste ou ai-je simplement accepté cela parce que tout le monde l'a fait? De plus, considérez le rôle des petites actions dans la création du changement. Souvent, nous nous sentons impuissants face à des problèmes systémiques, mais même de petits actes de résistance peuvent faire une différence. Pensez à l'effet d'entraînement. Comment la décision d'une personne d'agir avec intégrité peut inspirer les autres à faire de même. Par exemple, dans le milieu de travail, dénoncer des pratiques contraires à l'éthique peut sembler risqué, mais cela peut encourager d'autres à exprimer leurs préoccupations également. De même, choisir la gentillesse et la compréhension dans les interactions quotidiennes peut remettre en question la culture de déshumanisation qui imprègne souvent la société. Abordons également l'importance critique de l'introspection. Le philosophe Socrate a déclaré « La vie non examinée n'est pas valable ». L'introspection nous permet d'identifier nos biais, de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, devenir un peu meilleur, un peu plus conscient chaque jour qui passe. Adoptez l'habitude de vous poser régulièrement des questions comme « Qu'est-ce qui a motivé mes actions aujourd'hui? Ai-je traité les autres avec respect et empathie? Y a-t-il eu des moments où je suis resté silencieux alors que j'aurais dû prendre la parole ?» En réfléchissant à ces questions, vous vous entraînez à agir avec plus d'intention et d'intégrité. Mais qu'en est-il de la question ultime? L'effet Lucifer peut-il jamais être complètement neutralisé? Bien que la réponse puisse dépendre de facteurs individuels et sociétaux, la clé réside dans le développement de ce que le psychologue Philippe Zimbardo appelle une imagination héroïque. L'imagination héroïque est l'état d'esprit qui permet aux gens ordinaires d'accomplir des actions extraordinaires face à des défis moraux. C'est la croyance que vous aussi pouvez faire la différence, que l'héroïsme n'est pas réservé à l'exceptionnel, mais est accessible à nous tous. Pour cultiver cet état d'esprit, commencez par chercher des occasions de pratiquer de petits actes d'héroïsme. Cela peut inclure défendre quelqu'un qui est traité injustement, faire du bénévolat pour aider ceux dans le besoin, ou simplement choisir la gentillesse plutôt que l'indifférence dans vos interactions quotidiennes. Il est également utile d'étudier la vie de ceux qui ont exemplifié l'héroïsme, des figures historiques aux acteurs du changement moderne. Leurs histoires nous rappellent que le courage et la compassion sont à notre portée. À ce stade, vous vous demandez peut-être, quel est l'aperçu le plus puissant de tous? Quelle réalisation finale peut vraiment transformer notre vision de nous-mêmes dans le monde? Cette réponse réside dans la compréhension de l'interconnexion profonde de l'humanité. La ligne entre le bien et le mal ne se trace pas entre des groupes de personnes ou des nations, elle traverse chaque cœur humain. Comme l'a écrit Alexander Solzhenitsyn un jour, la ligne de bataille entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Cette réalisation est à la fois humiliante et emporante. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables de nuire et de guérir, mais elle nous donne aussi l'agence de choisir. Chaque moment présente une nouvelle opportunité d'agir avec intégrité, de résister à l'attraction des ténèbres et de contribuer à un monde ancré dans la compassion et la justice. Restez avec moi, car dans la dernière partie, nous allons plonger encore plus profondément dans la façon dont ces idées peuvent être appliquées à votre propre vie. Ensemble, nous découvrirons des étapes pratiques pour non seulement résister à l'effet Lucifer, mais pour devenir une force pour le bien dans un monde qui en a désespérément besoin. À ce stade, nous avons dévoilé les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser des gens bien vers l'obscurité, l'autorité, le désengagement moral, la déshumanisation et l'influence des dynamiques de groupe. Nous avons exploré comment la prise de conscience, le courage moral, l'empathie et la réflexion personnelle peuvent servir de défense contre ces forces. Maintenant, concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, pour devenir non seulement résilient, mais une source de lumière dans des circonstances difficiles. La première étape est de reconnaître votre influence. Peu importe à quel point votre rôle peut sembler petit ou insignifiant,
Vous avez le pouvoir de façonner l'environnement qui vous entoure. Dans chaque interaction, vous contribuez aux normes et valeurs qui guident les autres. Favorisez-vous une culture de bienveillance, d'équité et de responsabilité? Ou permettez-vous silencieusement à des comportements nuisibles de persister? Pensez à l'histoire de quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire par des actions apparemment modestes. Oskar Schindler, un industriel allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'initialement motivé par le profit, Schindler a utilisé ses ressources pour sauver la vie de plus d'1 millier de Juifs de l'Holocauste. Son histoire témoigne de la manière dont un individu, même au cœur d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, peut avoir un impact profond. Vous n'avez pas besoin de circonstances extraordinaires pour suivre ce modèle. Vous pouvez commencer dans votre propre communauté, votre lieu de travail, ou même au sein de votre famille. Exprimez-vous lorsque vous voyez de l'injustice. Offrez du soutien à quelqu'un qui se sent isolé. Remettez en question les stéréotypes et les présupposés qui divisent les gens. Ces petites actions multipliées ont le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières. Une autre étape vitale est d'éduquer vous-même et les autres. La connaissance est l'un des outils les plus efficaces contre la manipulation et l'érosion morale. Étudiez l'histoire, la psychologie et la philosophie pour approfondir votre compréhension. Compréhension de comment et pourquoi les gens prennent les décisions qu'ils prennent. Partagez cette connaissance avec les autres, non pas pour prêcher ou donner des leçons, mais pour susciter des conversations significatives qui inspirent réflexion et croissance. Par exemple, avez-vous déjà pensé à combien les histoires que nous consommons influencent notre pensée? Les films, les livres et les médias façonnent souvent nos perceptions du bien et du mal, du juste et de l'injuste. En recherchant des récits qui remettent en question vos idées reçues et élargissent votre perspective, vous construisez une compréhension du monde plus nuancée et compatissante. Parlons aussi de la résilience face à la pression. Défendre ce qui est juste s'accompagne souvent de risques, rejet social, conséquences professionnelles ou même perte personnelle. C'est pourquoi la résilience est si cruciale. Être résilient ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie agir en accord avec vos valeurs, même en présence de la peur. Pour développer votre résilience, concentrez-vous sur des pratiques qui renforcent votre bien-être mental et émotionnel. Cela peut inclure la pleine conscience, la méditation, l'écriture dans un journal, ou demander des conseils à des mentors et des amis de confiance. Entourez-vous d'une communauté de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. La résilience n'est pas quelque chose que vous construisez seul. Elle prospère à travers la connexion avec les autres. Mais que se passe-t-il lorsque nous échouons? Car, inévitablement, nous le ferons. Il y aura des moments où la peur ou la pression prendra le dessus sur nous, où nous agirons d'une manière que nous regretterons par la suite. C'est là que le concept du pardon de soi devient essentiel. Le pardon de soi ne consiste pas à excuser des comportements nuisibles, mais à reconnaître vos erreurs, à prendre vos responsabilités et à vous engager à faire mieux. C'est comprendre que l'échec fait partie de l'expérience humaine et que la croissance vient souvent de la confrontation avec nos propres limites. Réfléchissez un instant. Y a-t-il eu un moment où vous n'avez pas respecté vos propres valeurs? Comment avez-vous réagi à cet échec? En avez-vous tiré des leçons ou l'avez-vous laissé vous définir? La capacité à se pardonner soi-même et aux autres est l'un des outils les plus puissants pour se libérer des cycles de mal que perpétue l'effet Lucifer. Cela vous permet d'avancer avec clarté et but, plutôt que d'être alourdi par la culpabilité ou le ressentiment. Enfin, revenons à l'idée la plus profonde de toutes, l'interconnexion de l'humanité. Lorsque nous reconnaissons que la ligne entre le bien et le mal traverse chaque cœur humain, nous commençons à voir les autres et nous-mêmes avec plus de compassion. Cette compréhension n'excuse pas les comportements nuisibles, mais elle nous permet d'aborder le monde avec empathie et un engagement envers la guérison plutôt que le jugement. Pensez aux effets d'entraînement de vos actions. Chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, envoie des vagues dans le monde. Vos actions contribueront-elles à la division et au mal, ou rassembleront-elles les gens et inspireront-elles l'espoir? Imaginez un monde où chacun d'entre nous prend la responsabilité de ses propres choix, où nous résistons aux forces qui déshumanisent et divisent, et où nous nous efforçons de créer des environnements qui favorisent la compassion et l'intégrité.
Ce n'est pas un idéal inaccessible. C'est une réalité que nous pouvons construire, une décision à la fois. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, laissez-moi vous laisser avec un ultime défi. Réfléchissez à ce que vous avez appris aujourd'hui et demandez-vous comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie. Comment reconnaîtrez-vous et résisterez-vous aux forces qui vous éloignent de vos valeurs? Comment contribuerez-vous à un monde où le bien l'emporte sur l'obscurité? Les réponses à ces questions ne sont pas faciles, mais elles valent la peine d'être poursuivies. Car au final, la bataille entre le bien et le mal ne se livre pas sur des champs de bataille éloignés ou dans des théories abstraites, elle se livre en chacun de nous, chaque jour. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un choix moral, rappelez-vous ceci: vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le pouvoir de résister, et vous avez le pouvoir d'être une force pour le bien dans un monde qui en a désespérément besoin. La question est, relèverez-vous le défi? Merci de votre attention.